Science and mathematics is the bedrock of our civilization. You could see the possibilities in things. A pioneer of quantitative investing. What is it like to be a billionaire? What is it like to be a billionaire? I never met anybody like this before. I think it's especially nice to be able to help other people. He is one of the great men of our times. Ce visage, tu ne le connais peut-être pas. Pourtant, si je te disais qu'en investissant 1000 € dans son fonds d'investissement il y a quelques années, tu aurais aujourd'hui sur ton compte pas 1 million d'euros de profit, ni même 10 millions d'euros, mais plus de 100 millions d'euros de profit net. Et là, tu voudrais sûrement en savoir un peu plus sur qui il est. Sachant que cet argent n'aurait pas été investi sur une crypto qui par chance aurait fait x1000, ni même dans un système pyramidal obscur, non, simplement dans le fonds d'investissement le plus secret et étrangement le plus rentable de toute l'histoire de la finance. Ce fonds, c'est le Médaillon. Et derrière, il y a cet homme un peu bizarre, obsédé par les maths, James Simons. Un mathématicien, un type matrixé par les chiffres, et là où à l'époque les autres voyaient des graphiques, lui, il y voyait des formules. Et je préfère te prévenir, ça a complètement changé sa vie. Alors, réfléchissons une seconde. 1000 € qui deviennent plus de 100 millions. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ton capital aurait été multiplié par 100 000, soit un rendement de 67% par an. C'est juste énorme. Mais le pire de tout, c'est que la clé pour réaliser ces performances, elle se trouvait pas dans un flair magique, ni sur un pile ou face, mais dans quelque chose que tout le monde connaît et sait utiliser. Un avantage vieux comme le monde, la logique et les mathématiques. Ce pari a donné naissance à une véritable machine à cash de la finance. Un fonds tellement monstrueux qui n'a jamais eu aucun rival depuis la nuit des temps. Les chiffres de ce fonds d'investissement étaient tellement dingues que ça ne ressemblait même plus à un fonds d'investissement. Et ça en a même créé des polémiques. Et vous voulez savoir le plus étonnant? Le fonds a été fermé au public parce qu'il était beaucoup trop rentable. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de Médaillon. On va découvrir non seulement comment un mathématicien de génie qui était destiné à un job normal a fini par craquer les marchés financiers, mais surtout quelle stratégie il utilise et comment nous pouvons nous en servir à notre échelle. Mettez la vidéo en plein écran. Prenez votre thé ou votre café à côté et découvrons la vérité sombre derrière le meilleur fonds d'investissement que la finance n'ait jamais connu. Toute l'histoire commence par un simple défi. Un défi lancé par un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, Xing-Sheng Chen, un mathématicien chinois expatrié aux États-Unis. Nous sommes à l'université de Berkeley, début des années 60. James Simons a 23 ans. Chen, son professeur et mentor, lui parle de problèmes de géométrie, mais surtout d'un casse-tête mathématique que tout le monde évite, parce qu'il est trop complexe, beaucoup trop dangereux pour une carrière. Dites-vous, en fait, ce genre de problèmes mathématiques peuvent dévorer toute ta vie. Il y a des chercheurs qui se lancent dans ce genre de résolution, ils peuvent y passer des années sans jamais trouver la solution. Résultat, quand t'es mathématicien, tu ruines ta carrière, gaspilles ta vie à courir après une énigme sans fin. Concrètement, selon plusieurs études, on a estimé que ce genre de casse-tête peut prendre 20 à 30 ans de recherche à un chercheur confirmé. Et tout ça pas pour inventer une nouvelle technologie, juste pour résoudre un problème mathématique. Alors la plupart des mathématiciens abandonnent, avant même de commencer. Ils préfèrent investir leur temps sur des pistes beaucoup plus sûres, comme publier des articles sur des concepts, avancer dans leur domaine, plutôt que risquer d'y laisser toute leur carrière sur une seule équation. Mais Simons, depuis petit, aime le défi. Là où les autres voient une impasse, lui, encore jeune, voit une porte à enfoncer. Et il faut dire que Simons s'ennuie vite. Les problèmes classiques, il les réglait trop facilement à son université et il était même le numéro 1. Alors quand Chen lui met sous les yeux ce casse-tête que personne n'ose toucher, il se dit « Parfait, enfin un truc à ma taille » et se met au travail. Des jours, des nuits entières à gribouiller des équations, effacer, recommencer, jusqu'à frôler l'obsession, et puis le déclic. Avec Chen, il formule ce qui deviendra l'un des résultats majeurs de son époque, le théorème de Chern-Simons. Un truc un peu compliqué, je vous afficherai la formule à l'écran, mais concrètement c'est pour vous montrer à quel point ce type est fort et que ce théorème qui relie des domaines mathématiques qui paraissent séparés, aujourd'hui est encore utilisé en physique quantique et dans la théorie des cordes. Et la théorie des cordes, c'est une idée encore plus ambitieuse. Imaginez que toutes les particules de l'univers ne sont pas des points, mais des minuscules cordes qui vibrent, comme les cordes du guitare. Sauf qu'elles seraient invisibles et qu'elles détermineraient les lois de l'univers. Autrement dit, une partie des équations que avait découvert James Simons permettait de décrire l'univers à seulement 23 ans.
Alors forcément, une question se pose. Comment un gamin sorti de nulle part a-t-il pu réussir l'impossible? La réponse est simple. C'est que James Simmons est un véritable génie des maths. Et comme vous allez le voir, ça va le rendre multimillionnaire. Avec ce théorème résolu, Simmons devient un jeune prodige, reconnu à l'international. Mais son talent ne reste pas longtemps réduit aux salles de classe. Rappelez-vous du contexte. Nous sommes en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent sur tous les terrains, militaires, politiques, technologiques, et surtout dans l'ombre avec les codes et les messages cryptés. Et là, coup de tonnerre, la NSA, Agence nationale de sécurité américaine, repère Simmons. Il n'a que 24 ans et on lui propose de rejoindre un des centres les plus secrets du pays. Sa mission ? Aider les États-Unis à casser les codes soviétiques, décoder les communications confidentielles de l'ennemi, déceler les petites failles invisibles que personne ne pouvait trouver dans les centaines de datas qu'ils arrivaient à prendre. Par exemple, pour éviter que leurs messages soient interceptés, les soviétiques, comme tous les autres, utilisaient des chiffres à la place des mots. Trouver le chiffre 42 dans un communiqué pouvait vouloir dire avion. Un 77 pouvait alors vouloir dire char. Mais surtout lorsque le chiffre 90 était détecté, eh bien ça parlait de l'arme nucléaire, qui était la plus grosse peur de tous les États à l'époque. Et son travail, lui, c'était repérer ces systèmes cachés, reconstruire le code et comprendre ce qui se préparait derrière les lignes ennemies. S'il y arrivait, ça voulait dire que l'armée américaine savait à l'avance où bouger les troupes, quelle ville allait être ciblée et quand une opération allait démarrer. C'est vrai que c'est un truc de fou quand on y pense. Un étudiant à peine diplômé, projeté d'un coup au centre de la guerre froide, là où il décidait de l'avenir du monde entier. Et dans plusieurs écrits, on apprend que grâce à ces méthodes, les Américains ont pris un avantage décisif. Ces équations ont permis à Washington de lire une partie du jeu inverse, et donc de garder toujours une longueur d'avance sur Moscou. Pendant 4 ans, Simmons vit dans l'ombre, plongé dans la guerre technologique invisible au grand public, mais vitale pour l'avenir du pays. Mais Simmons, ce n'est pas qu'un cerveau, c'est aussi un homme de conviction avec des valeurs. Et justement, au milieu des années 60, l'actualité domine par un nouveau conflit qui déchire l'Amérique. La guerre du Vietnam. Les États-Unis envoient des milliers de soldats sur place. On peut retrouver des archives avec des images des combats terrifiantes, des bombardements, des villages complètement détruits et surtout dans les foyers, des milliers de familles reçoivent des lettres leur annonçant la mort de leur fils. Rapidement, une partie de l'opinion publique bascule. Pour beaucoup, cette guerre est injuste, coûteuse et inutile. Les universités deviennent le cœur de la contestation. Les étudiants descendent dans la rue. Les professeurs prennent position. Et James Simmons, lui, ne cache pas son opposition. Il critique ouvertement l'engagement américain au Vietnam. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il travaille pour la NSA, l'agence de renseignement la plus secrète du pays. Là-bas, on n'aime pas les prises de position politiques publiques, encore moins quand elles vont à l'encontre de l'idée du gouvernement. Résultat, malgré son génie et son rôle crucial dans le décryptage des codes soviétiques, il est remercié, mis à la porte comme un vulgaire fonctionnaire. Le voilà maintenant sans emploi. En 1968, viré de la NSA, James Simmons retourne dans le monde académique. Il devient d'abord professeur, puis directeur du département de mathématiques de l'université de Stony Brook dans l'État de New York. Là-bas, il encadre des étudiants brillants, publie des articles de recherche, pousse encore plus loin la géométrie. Sur le papier, c'est clair, c'est une carrière qui est brillante. Parce que Simmons a un poste qui est respecté et fait partie des grosses têtes. Mais à l'intérieur de lui, une fissure se creuse. Les équations, il les maîtrise déjà. Les démonstrations, il en a fait des dizaines. Et même s'il aime toujours les mathématiques, il sent qu'il lui manque quelque chose. Ses résultats finissent toujours dans des revues spécialisées, lues par quelques centaines de chercheurs. Mais lui, il en veut plus. Il veut voir ses idées changer de quelque chose de concret. Et surtout, il aimerait avoir une famille, à qui il pourrait leur offrir ce qu'il veut. Bref, Simmons veut de l'argent. Alors qu'il était destiné à une carrière brillante, il décide de tout plaquer. De quitter ce confort du monde académique pour plonger dans un univers brutal, imprévisible et impitoyable, la finance. Nous sommes à la fin des années 70. Simmons a un plan, créer son propre fonds d'investissement. Il l'appelle Money Matrix. Le nom dit tout. Monnaie pour l'argent et Matrix pour cette idée que les marchés financiers sont comme une immense grille de chiffres, un système complexe qu'on pourrait décoder à l'aide des mathématiques.
Money Matrix, c'était le premier essai, une sorte de brouillon où James Simons testait ses idées. Sur le papier, ça ressemblait à un petit hedge funds classique, mais dans sa tête, c'était un laboratoire. Une salle d'expérience où chaque ligne de code, chaque équation pouvait tenir une arme. Au départ, Simons, dans son fonds d'investissement, n'avait pas encore d'algorithme miracle. Il faisait comme les autres, il regardait les graphiques, analysait les tendances et parlait avec son intuition. Mais très vite, il comprend que l'intuition, ça ne suffit pas. Un jour, ça marche, tu gagnes de l'argent et le lendemain, ça casse. C'est beaucoup trop instable, trop aléatoire et lui, il veut trader, pas jouer au casino. Alors il commence à greffer ses premières idées mathématiques sur les graphiques. Et 2 stratégies vont devenir les bases. La première, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage. L'idée est simple mais redoutable. Profiter des écarts de prix entre 2 marchés et en tirer des profits. Deuxième stratégie, c'est le suivi de tendance. Là aussi, c'est du bon sens, mais poussé à l'extrême. Si un actif monte régulièrement depuis plusieurs jours, il y a de fortes probabilités qu'il continue à monter encore peu. Simon compare cette stratégie à une boule qui roule sur une pente. Une fois qu'elle est lancée, elle va garder sa vitesse. Et les modèles de Simons détectent ses mouvements et prennent des positions avant les autres. Quand la tendance continue d'un actif, il encaisse. Dit comme ça paraît évident et on se dirait que Simon est comme tout le monde, mais là où il va se démarquer, c'est que James ne va pas miser sur son flair. Lui, chaque fois qu'il prenait une position, il calculait tout. Les probabilités, les marges d'erreur, la vitesse d'exécution, ces modèles faisaient le tri là où un humain serait noyé par les détails. Résultat, les pertes diminuent un peu, les profits s'accumulent et Money Matrix commence à marcher. Quelques millions de bénéfices s'ajoutent, attirant la curiosité de premiers investisseurs. Au début, c'est seulement quelques universitaires, des proches à lui, des gens intrigués par ce prof de maths qui prétend battre Wall Street avec des équations, mais ça lui permet d'avoir un petit capital, surtout que, soyons clairs, Money Matrix n'était pas encore l'arme fatale. Les rendements étaient bons, oui, parfois impressionnants, mais pas assez stables. Certaines années, Simons gagnait gros, d'autres fois, il effaçait une partie des profits. C'est là qu'il comprend une seule chose, seul, il n'y arrivera pas. Pour vraiment craquer le code de Wall Street et devenir riche dans ce domaine, il lui faut une équipe, un peu comme les Avengers de la finance. Et c'est là qu'il passe à cette prochaine phase, le recrutement. Et le plus fou, c'est que pour trouver ces Avengers, il ne va pas chercher des financiers, mais il va recruter des scientifiques capables de traiter la bourse comme un immense langage à déchiffrer. Money Matrix était le brouillon. La suite allait devenir la Renaissance. Au début des années 80, il prend une décision radicale. Il ferme Money Matrix et fonde un nouveau fonds d'investissement. Renaissance Technologies. Une décision qui va changer sa vie. Parce que la Renaissance, c'est le moment où Léonard de Vinci peignait la Joconde et dessinait des machines qui ressemblaient à ça, bref, des hélicoptères. Ou Copernic qui prouvait que la Terre tournait autour du Soleil. C'était une époque où l'art et la science explosaient de créativité et vous allez rapidement comprendre pourquoi il a appelé son nouveau fonds d'investissement comme ça. Simons avait une ambition, faire la même chose dans la finance. Transformer un monde dominé par l'instinct, les cris, les paris. Parce que oui, à l'époque, les salles de marché vraiment ressemblaient à ça. Il voulait transformer tout ce domaine en une discipline beaucoup plus guidée par les équations et la logique. Et pour ça, il va faire quelque chose qu'aucun financier n'avait jamais osé faire. Dans ce nouveau fonds d'investissement, comme je vous l'ai dit, il va ne prendre aucun trader. Il va embaucher 0 banquier, 0 manager, 0 personne qui a fait d'études en finance. Oui, je vous le dis, ce gars est fou. Parce qu'à la place de ça, il va recruter des scientifiques, des mathématiciens comme lui, des physiciens et des codeurs. Vous allez rigoler, parce que certains venaient même du monde universitaire, d'autres de la recherche pure. On a par exemple Henry Laufer, qui est son bras droit. C'était un ancien physicien théoricien et n'avait jamais lu un graphique de sa vie. D'autres avaient travaillé sur des projets pour la NASA, comme par exemple Neil Campbell, qui avait fait partie des projets liés à l'aérospatiale avant de rejoindre Renaissance. Au début, tout le monde se moquait. Wall Street était surpris. Et James a dit dans plusieurs interviews que même certains de ses investisseurs avaient décidé de retirer leur capital du fonds. Sauf que toutes ces nouvelles recrues avaient un point commun. Ils savaient manipuler des montagnes de données. La philosophie de Simons était simple mais révolutionnaire. Les marchés, ce sont des données. Et les données, c'est de la science. Donc rien à faire de prendre des traders qui ont besoin de très gros salaires et qui consomment des produits bizarres à longueur de journée. Il veut juste des personnes logiques, remplies de bon sens. Mais attention, ça ne marche pas tout de suite. Les premières années de ce fonds d'investissement, les résultats sont encore une fois irréguliers. Il gagne un trimestre, puis ensuite repère tout le second trimestre. Les modèles, oui, sont brillants, mais encore instables. Simons et son équipe testent des centaines d'équations, et beaucoup échouent. Comme je vous l'ai dit, certains investisseurs commencent à douter. Est-ce que les marchés sont vraiment déchiffrables? Est-ce que tout ça, ce n'est pas qu'une illusion? Mais vous commencez à le connaître, James Simons, c'est pas quelqu'un à lâcher. On se rappelle que ce gars, à 20 ans, a résolu un des problèmes mathématiques les plus compliqués du monde. Et puis, arrive 1988. C'est cette année-là que Simons et son équipe décident de lancer un nouveau fonds expérimental, réservé uniquement aux employés de Renaissance. Un fonds qui allait devenir le médaillon fonds. Et là, tout allait basculer.
Si tu tapes médaille à fond sur Google, tu trouveras presque rien. Pas de site officiel, pas de publicité, rien. Comme si ce fonds n'existait même pas. Et pourtant, c'est le plus puissant de toutes les histoires de la finance. D'ailleurs, quand on regarde, le médaille à fond, c'est une machine à cash ultra secrète. Depuis le premier jour, James Simons et son équipe ont verrouillé les portes. Il n'y a jamais eu une seule fuite, une seule ligne de code qui a été leakée. Les employés signent des contrats de silence presque militaires. Et de l'extérieur, on ne sait qu'une chose, ça marche. Mieux que tous les fonds d'investissement qui n'avaient jamais existé. Et je vous parlerai des gains bruts juste après. Mais alors, concrètement, comment a-t-il fait ? La première clé, c'est la data. Depuis maintenant des années, James Simons et ses équipes avalent des montagnes de données, des décennies de cours boursiers, des volumes échangés et des corrélations entre actions, devises et obligations. Dites-vous qu'ils relèvent même la météo, les jours fériés, les heures exactes d'ouverture et de marché et les caméras satellites. Et là vous vous dites, et pourquoi ? Eh bien la réalité c'est que chaque donnée peut cacher une régularité invisible. Et pour eux, chacune de ces régularités, c'est une opportunité de gain. Par exemple, il y a une irrégularité qui a été connue, c'est que tous les premiers du mois, les investisseurs vont investir leur argent une fois après avoir reçu leur salaire, et donc statistiquement, c'est un jour sur lequel sur les indices boursiers, on a une bougie haussière. Il y en a une autre assez connue dans le monde des cryptos, qui a été montrée par l'étude de International Journal of Economics, et qui montrait simplement que lorsque la lune était pleine, les marchés avaient beaucoup plus tendance à monter. Et donc si on arrivait à se positionner à l'achat juste avant, le taux de succès des positions explosait. Mais là je vous cite seulement quelques exemples qui sont faciles. Mais maintenant, imaginez une salle remplie d'algos qui prend en compte toutes les données économiques, géopolitiques et qui arrive à trouver ces corrélations. À l'époque, c'était complètement révolutionnaire. Et ensuite, tout est transformé en équations, en milliers et des algorithmes exécutent les trades derrière. Et c'est ce qui a expliqué une partie des performances du fonds d'investissement. Sauf que le problème de ce genre d'arbitrage, c'est que le modèle peut rapidement prendre fin. Si par exemple tout le monde sait que le marché a plus tendance à monter le premier du mois, alors ce que vont faire tous les investisseurs, c'est qu'ils vont acheter le 31. Et donc la bougie ne sera plus le premier, mais le 31. Et donc le modèle devient obsolète. Le souci, c'est aussi le capital. Car plus le capital du hedge fund est gros, plus c'est difficile pour lui d'en tirer des profits. Au début, on comprend pas trop pourquoi, mais le meilleur exemple que je pourrais vous donner pour vous expliquer ça, c'est le basket. Un joueur qui est petit, qui est rapide, peut se faufiler partout et surprendre ses adversaires comme un fonds d'investissement en exploitant ce genre de petit arbitrage. Alors qu'un géant au basket, qui fait plus de 2,20 m, qui est super puissant, qui a de la force, mais chacun de ses mouvements est lourd et visible. En gros, plus un hedge fund devient gros, moins il peut profiter des petites imperfections et plus il doit se concentrer sur des gros arbitrages et donc forcément gagner moins d'argent. Sauf que Médaillon avait une seconde arme, qui, je préfère vous le dire, est beaucoup trop rentable. La seconde arme, c'est le trading haute fréquence. Le principe est simple, un peu comme l'arbitrage, exploiter des écarts minuscules en un temps record. Des écarts tellement petits qu'un humain ne les verrait même pas. Mais pour une machine, c'est de l'or pur. Imagine une action vaut 100 € à Paris. Et au même instant, elle vaut 100,02 € à New York. Il y a seulement 2 centimes d'écart. Si tu achètes 100 à Paris et que tu revends immédiatement à 102 à New York, tu viens de gagner 2 centimes. Et tu dois te dire, c'est ridicule. Pour gagner 2 centimes, autant rien faire. Mais maintenant, fais le calcul pas sur une action, mais sur 10 000 actions. Tu prends 200 € en moins d'une seconde. Et maintenant, imagine-toi que tu répètes ça 1000 fois dans la journée. Tu es déjà à 200 000 €. Et si tu le fais sur 100 actifs en parallèle, eh ben tu dépasses les 20 millions d'euros de profit en une journée. Et c'est là que la logique devient folle. Plus l'écart est petit, plus c'est sûr. Pourquoi ? Parce que des trop gros écarts de prix, ça attire l'attention. Tout le monde se jette dessus et ça disparaît en quelques secondes. Mais les micro-écarts de seulement quelques centimes, personne ne les voit sauf une machine programmée pour ça. Ces écarts minuscules sont stables, fréquents et reproductibles. Et répétés des centaines de milliers de fois, ils font la différence entre un gain ridicule et gagner des milliards d'euros avec son fonds d'investissement. Le secret du HFT, c'est pas seulement repérer les écarts, c'est aussi l'exécuter avant tout le monde. À Wall Street, la vitesse est une arme. Une microseconde de retard et l'opportunité disparaît. Et c'est exactement ce point très important qu'on va voir maintenant. On soupçonne Médaillon Fonds de réaliser ça. Avec suffisamment de vitesse sur le marché, tu peux savoir qu'un achat massif est en cours sur un produit financier. Notamment en trading, il existe ce qu'on appelle le carnet d'ordre, sur lequel toutes les transactions sont listées, un peu comme une liste de courses pour les traders. Une fois repéré, l'algorithme achète l'actif une microseconde avant et le revend une microseconde plus tard. Tu captures avant ce gros ordre sur le marché une minuscule marge. Et c'est tellement extrême que ça divise. Certains économistes disent que c'est inutile, que ça ne crée aucune valeur réelle, que c'est juste une sorte de taxe invisible sur les investisseurs. Imagine, c'est comme si tu allais à un guichet, retirer 20 € et qu'un robot passait avant toi pour te les rendre aussitôt, mais en prenant 1 centime de frais au passage. Voilà le HFT, c'est un peu ça. Et forcément pour jouer à ce jeu-là, la vitesse devient une obsession. Les premiers acteurs du secteur ont dépensé des fortunes pour gratter rien qu'une milliseconde. Par exemple, en 2010,
il y a une anecdote folle d'une société appelée Spread Network, qui a enterré à elle-même une ligne droite entre Chicago et New York. Elle a dépensé plus de 300 millions de dollars juste pour ce câble. Tout ça pour gagner 3 millisecondes sur son exécution. Ça peut sembler fou, parce que 3 millisecondes, c'est plus rapide qu'un battement de paupières. Mais pour les algorithmes qui opèrent en microsecondes, gagner ces 3 millisecondes, c'est des dizaines de milliards potentiellement récupérés. Ensuite, il y a eu des antennes micro-ondes, plus rapides que la fibre optique, capables d'envoyer un ordre à la vitesse de la lumière dans l'air. Résultat, encore une fois, 1 à 2 millisecondes de gagné. Une fois qu'ils ont vu que ça fonctionnait, ils ont installé ces antennes de partout. Sur des tours, sur des collines, parfois même sur des toits de hangars en plein milieu de nulle part, près des serveurs, uniquement pour avoir la ligne la plus directe entre les deux points stratégiques. Et c'est exactement cette mécanique qui explique leur succès. Des tonnes de données, des milliers d'algorithmes qui s'affinent en permanence, et une vitesse d'exécution que personne ne peut égaler. Résultat, Médaillon ne fait pas un gros pari de temps en temps. Il fait des millions de micro-paris chaque jour. Chacun rapporte quelques centimes, parfois moins. Mais cumulé, ça devient une avalanche. Et le plus fou, ce n'est pas arrivé une fois, ni deux. Mais Médaillon a fait ça 35 ans de suite, sans jamais faillir. C'est une anomalie vivante, une machine à cash qui a redéfini ce que battre le marché voulait dire. Un fonds qui gagne chaque année, sans jamais faillir. Forcément, ça attire l'admiration, mais aussi la suspicion. Parce que dans la logique de Wall Street, ça n'existe pas. Personne ne bat le marché en continu. Et pourtant, Médaillon l'a fait. Et je vous rappelle, en prenant des putains de scientifiques qui ne savent pas lire un graphique. Et forcément, une question revient toujours. Ok, mais au final, qu'est-ce qu'ils ont vraiment gagné? Alors, combien? Accroche-toi parce que les chiffres dépassent tout ce que tu peux imaginer. Warren Buffett, considéré comme le meilleur investisseur du monde, tourne autour de 20% de rendement par an. George Soros, la légende des fonds d'investissement, c'est parfois 30% sur certaines années. Médaillon, près du double. Mais pas une fois, pas 2 ans de suite. Chaque année, pendant plus de 30 ans d'affilée, Médaillon a généré en moyenne 66% par an avant frais et environ 39% net après frais. Ce qui est dingue, c'est que Médaillon a appliqué des frais complètement hors normes, quelque chose comme 5% de frais de gestion et plus de 44% de commissions sur la performance annuelle de ses investisseurs. Pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, c'est vraiment astronomique et n'importe quel investisseur aurait fui lorsqu'il aurait vu ce genre de frais. Sauf qu'avec les résultats tellement astronomiques, personne n'a jamais pensé à partir. Résultat, entre 1988 et 2018, le fonds aurait généré près de 100 milliards de dollars de profits nets. Et ça, malgré toutes les périodes que vous avez connues, les crises, les récessions, les bulles, les crashs, peu importe. Médaillon avait toujours un coup d'avance, comme si leur modèle voyait le futur. Concrètement, ça veut dire quoi à notre échelle? C'est-à-dire que si tu avais mis 1000 € à la fin des années 80 sur ce fonds, tu serais assis sur environ plus de 100 millions. Et tout ça sans rien faire, juste avec la magie des intérêts composés. James Simons n'était pas un banquier, ni un trader. C'était un mathématicien, un chercheur obsédé par les équations. Et pourtant, il a construit la machine financière la plus rentable de l'histoire moderne. Après lui, dans l'histoire de Wall Street, plein de personnes ont essayé, mais aucun n'a jamais égalé ses résultats. Pendant 35 ans, son équipe a eu raison, chaque année là où tout le monde se trompait. Et c'est peut-être ça la vraie leçon. Avoir une stratégie et un edge, même dans le chaos, te permet de gagner de l'argent. En mai 2024, Simons est mort à 86 ans. Certains l'ont salué comme un visionnaire, d'autres l'ont critiqué. Mais une chose est sûre, personne n'a jamais reproduit ce qu'a fait Médaillon. Alors il reste une question. Est-ce que James Simons était le fruit d'un génie unique que la finance ne retrouvera jamais? Ou bien est-ce qu'un jour dans le monde, un fonds d'investissement arrivera à battre Médaillon? J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. On a fait un gros travail de recherche avec toutes mes équipes. Je reste quand même convaincu que le trading algorithmique, c'est bien lorsqu'on commence à avoir 100 millions de dollars de capital, mais qu'en dessous de ce capital, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop complexe, beaucoup trop cher, et que nous, à notre échelle de trader, peut-être qu'on n'arrivera jamais à avoir ces performances, jamais à avoir cette data, mais ce qu'on doit retenir, c'est que pour réussir en trading, il faut avoir une méthode. On ne peut pas faire des choses au hasard, ni même se dire je vais additionner quelques indicateurs, le marché descend, j'achète pour réussir à gagner de l'argent. Le trader qui gagnera de l'argent sur le long terme, c'est le trader qui aura une stratégie et qui l'aura testé pendant longtemps. Sur ce les amis, si vous voulez vous former en trading, j'ai réalisé une vidéo de 1h20 sur comment réussir sur les marchés. Je vous explique dedans toutes les différentes stratégies, tous les concepts, tous les outils pour se lancer. Si vous êtes débutant, je vous invite fortement à aller la voir, elle est encore gratuite. Et puis ceux qui veulent aller plus loin sur les marchés et qui veulent me voir trader en direct, alors attention, je ne gagne pas autant que James Simons, mais ça me permet quand même de clôturer plusieurs milliers d'euros par mois. Je vous invite à cliquer sur le premier bouton juste en bas. C'était Casper, très bon trading à vous. Ciao.